Culture Soccer. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Culture Soccer à l'érable, CS à l'érable, le podcast à 100% sur le soccer canadien. Très content de faire ce podcast-là. On est à l'épisode 8. Ça marche très bien. On a de plus en plus d'écoute. Encore une fois, cette semaine, je ne suis pas accompagné par mon fidèle acolyte Daniel Cameron, qui est encore en voyage, le petit chanceux. Mais par contre, comme la semaine passée, j'ai invité quelqu'un, et un invité de marque cette fois-ci aussi. Bienvenue à Monsieur Éric Chenois. C'est vrai que je n'ai pas encore la touche de Mathias Van Alst, mais Éric Chenois, bienvenue. Éric Chenois de Viopark, pour ceux qui ne connaissent pas. Un très beau site web à consulter à part tout le monde. Salut Éric, ça va bien? Ouais, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Très hâte de jaser CanPL et championnat canadien avec toi, Adi. Parfait. Je suis très content que tu aies accepté l'invitation et moi, ça me fait plaisir. Ça fait longtemps que je voulais t'avoir à l'émission. Puis voilà, très content que tu sois là. Donc c'est ça, on va, comme tu l'as dit, bien parler comme d'habitude de notre soccer canadien à nous, notre soccer local à nous que je trouve de plus en plus intéressant. On va commencer bien évidemment par le championnat local qui est la CanPL. Bien évidemment, on revient un peu sur ce qui s'est passé depuis le dernier podcast. Donc, depuis le dernier podcast, le premier match qui a été joué, c'est ce match entre Valor de Winnipeg contre Forge FC de Hamilton. Comme je l'avais dit précédemment, Forge, c'est vraiment une des meilleures équipes de la CanPL, si ce n'est la meilleure équipe. T'en penses quoi, toi, Eric? Est-ce que tu penses que c'est la meilleure équipe de ce championnat d'automne? Ouais, je pense que le Cavalry a baissé en régime un peu, donc le Forge s'est hissé par-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, cette semaine, on a vu que l'écart se resserre avec ceux qui suivent derrière. Forge n'a pas eu une semaine très facile. Il a joué 3 matchs. Bon, c'est sûr qu'il y a eu un petit peu de fatigue là-dedans, mais on a vu Halifax lui causer toutes sortes de problèmes. On a vu un Forge qui n'était pas toujours en pleine possession de ses moyens. Donc, ça devient intéressant, puis ça devient aussi intéressant en vue de la saison prochaine. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer de ce côté-là. Exactement. C'est fou que ça devient intéressant. Oublie pas aussi qu'il y a aussi la finale entre le champion du championnat de printemps, qui est Cavalry FC, et le champion du championnat d'automne, qui jusqu'à maintenant, ça a l'air que ça va être Forge FC. Mais comme tu l'as dit, on a vu les petites équipes, on va les appeler petites entre guillemets, les petites équipes commencent à venir faire du mal aux grosses équipes comme Forge et Cavalry. On va commencer déjà par ce premier match. On pensait que Valor, qui est un peu qui est encore sur une phase quand même ascendante, où ils vont un peu mieux dernièrement, surtout dans ce championnat d'automne. On pensait que Valor, chez eux, à Winnipeg, allait pouvoir faire quelque chose contre Forge FC. Malheureusement, c'est une défaite de 3-1. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là, toi, Eric? Est-ce que tu as aimé la prestation des deux équipes? Ouais, en fait, ce que je retiens surtout de ce match-là, c'est que le Valor est vraiment passé à 2 doigts d'une catastrophe. On sait qu'il revenait d'une grosse défaite de 8-0. Donc, c'était leur premier match après ce match-là. Et puis, ça a très mal commencé pour eux. Le Forge a marqué 2 buts dans le premier quart d'heure ou à peu près. Et puis après ça, il y a eu un penalty, une exclusion. Donc on se disait c'était soudainement 3-0 pour le Forge. Donc on se disait bon, ça y est, ils vont se prendre une autre casquette. Et puis ça va leur faire très mal point de vue moral. Mais on a vu tout le contraire en fait. On a vu un Valor qui s'est dit ben non, on va pas se laisser abattre. Bon d'accord, le Forge a levé le pied un petit peu quand il menait 3-0, tout à fait d'accord avec ça, mais on a quand même vu un Valor qui a continué à se battre et qui s'est même permis de finir par marquer un but dans ce match-là. Donc ça a fini 1-3. Ça aurait pu être beaucoup plus catastrophique pour le Valor. Je pense qu'ils se sont bien relevés, puis ça leur a fait du bien, je pense, de rester dans ce match-là, puis de pas encaisser d'autres buts. Je pense que ça leur a bien servi, surtout pour le match suivant.
Oui, effectivement, et je suis complètement d'accord avec toi. Moi aussi, je m'attendais à ce que ça finisse très mal. Deux buts de Anthony Novak, Chris Nanko. Et après ce fameux penalty, j'aimerais qu'on en parle un peu. Eric, je sais que toi, tu as joué pendant longtemps au poste de gardien de but, et j'aimerais avoir ton avis sur ce penalty. Pas du point de vue de ce que Meter a fait. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, ce qui se passe, en fait, c'est que Meter, qui est le défenseur central, arrive, se retrouve avec devant le ballon dans une cage complètement vide, puis décide de mettre la main complètement. Le ballon, quand même, il rentre dans le but, mais l'arbitre décide tout de même, malgré le but, d'exclure Meter et de donner un penalty et d'en fait annuler le but qui était déjà rentré. J'aimerais parler un peu de cette situation parce que c'est une situation un peu cocasse qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et j'aimerais savoir en premier, je pense que c'est la bonne décision point de vue des règles de la FIFA. Mais qu'est-ce que tu penses de ce fait de jeu-là? Est-ce que tu trouves que c'est logique comme décision point de vue règle? Et est-ce que tu penses que l'arbitre s'est bien comporté de ce point de vue-là? Ouais, je pense que ça a été bien arbitré parce que, bon, si on revient sur la séquence, quand un Meter met la main, ben, il empêche le ballon de rentrer dans le but et il le renvoie dans les pieds de Novak qui, lui, le met au fond. Donc, l'arbitre a raison d'arrêter l'action instantanément, à mon avis. Je pense pas que tu peux réellement jouer l'avantage sur une séquence comme ça. Je pense que il y a une faute intentionnelle, puis je pense qu'il faut la sanctionner d'un carton rouge, donc il faut arrêter le jeu. Donc, pour moi, pas de scandale. Je pense que c'est un geste un petit peu... c'est un geste de désespoir, mais bon, tant qu'à se coucher puis aller mettre la main dans cette situation-là, pourquoi pas essayer le pied, quoi? Je veux dire, c'était même le jeu le plus facile à faire, à mon avis, mais enfin, des fois, Oui, on a des réactions qu'on sait pas nécessairement expliquer, des fois, donc ça arrive. Voilà. exactement, exactement. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que le pied aurait été mieux, mais oui, c'est une réaction. Ça se voit qu'il est arrivé au moment. Je pense que tu as une demi-seconde de réflexion. En fait, même pas de réflexion. C'est vraiment un réflexe. C'est un réflexe humain. Il a mis la main comme ça. Mais oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est une décision très logique. J'aime cette règle dans le foot parce que oui, je sais que la finalité, c'est que le but soit marqué. Par contre, aussi, on sait très bien que tu es un défenseur, tu ne touches pas le ballon avec la main, surtout dans la surface. Donc, pour moi, la double sanction, pour moi, elle est 100% logique et amplement méritée pour Meter. D'un autre côté, j'aimerais aussi parler de Tyler Attardo. On va en parler. C'est quoi, on va en parler un peu plus tard parce qu'il a marqué, c'est lui qui a marqué le seul but de Valor après ce fameux 3-0. Il a marqué sur une contre-attaque, un très beau but en fait, à la 70e minute avec une bonne construction. Mais Tyler Attardo, c'est le petit jeune de 18 ans qui a fait fureur cette semaine. On en parlera un peu plus tard, mais on va passer au prochain match juste après. Il y a eu un match entre Pacific FC et Edmonton. Une victoire de Pacific FC sur le score de 1-0. Un but marqué par Kadin Chung, le latéral. Je pense qu'il jouait à gauche, si je me trompe. Non, à droite Ouais. cette journée-là. C'est un latéral droit, en fait. Il a marqué sur une grosse déviation. T'as pensé quoi de ce match-là? Est-ce que tu penses que c'était mérité pour Pacific? Parce qu'Edmonton a un peu du mal dernièrement. Tu penses que c'était mérité sur ce match-là? Ouais, je pense que c'était mérité. Je pense que Pacific a joué un bon petit match. J'aime beaucoup ce qu'ils font là-bas avec les jeunes. Beaucoup de jeunes sur le terrain, une belle collectivité, puis beaucoup de dynamisme aussi. Donc, moi, j'ai bien aimé le match. Je trouve que le 1-0 est mérité. Je pense qu'ils auraient peut-être même mérité d'en mettre un deuxième quand même assez facilement. Je me suis demandé longtemps pourquoi l'entraîneur faisait pas monter Verhoeven plus tôt, étant donné qu'il n'avait pas commencé le match. Il était sur le banc, ce qui était un petit peu bizarre quand même. Euh, Puis on l'a vu là, quand il l'a monté au jeu. Je sais plus tout à fait vers quelle minute il est monté, mais dès qu'il montait au jeu, ça a vraiment ouvert le jeu là, du côté de Pacific. C'était beaucoup plus facile offensivement. Donc, il aurait peut-être mérité de monter un petit peu plus tôt. Mais sinon, ouais, dans l'ensemble, bon match de Pacific. Edmonton, c'était difficile. Je sais pas trop ce qui se passe à Edmonton, mais c'est compliqué. Il y a pas mal juste Diuk qui semble vouloir bouger devant. Puis
c'est quand même assez compliqué. Ils ont une défense quand même assez compacte, c'est bien, mais devant, c'est difficile d'enchaîner les passes. Oui, exactement. Et oui, que juste pour te le dire, Verhoeven est rentré à la 60e minute dans ce match-là pour Voilà. José Hernandez. C'est vrai que ça aurait été plus intéressant de le voir plus tôt. Mais là, on parle de Zach Verhoeven. Il faut pas oublier qu'il y a deux Verhoeven à Pacifique. Et puis ça, on a tendance à un peu se mêler entre les deux. Mais oui, c'est effectivement Zach Verhoeven est rentré plus tôt. Il y a Noah Verhoeven aussi. Qui a 20 ans. Les deux joueurs sont très bons. Hein, donc, Ouais. un de Mais, 20 ans, l'autre de 21 ans. mais je te reprends. Il n'y a pas deux Verhoeven. Il y a un Verhoeven et un Verhoeven. Ah ouais, Ah, mais je suis désolé. C'est vrai que on oublie, mais Eric est belge, donc il sait comment le prononcer. Moi non. et Donc, voilà, c'est ça. parfait. Verhoeven, c'est Noah alors si je me trompe pas, C'est n'est-ce ça, pas? exactement. Ok, Donc, parfait. celui qui a OE, le OE se prononce en OU. Donc, voilà. Ok, parfait. Donc Verhoeven et Verhoeven. Bref. Mais je comprends que ça soit difficile de s'y retrouver parfois. Exactement, exactement. Bref, dans tous les cas, je pense que c'était. Moi, c'est une équipe. Je pensais, comme beaucoup, en fait, on en avait parlé dans l'épisode avec Sean Vera, comme quoi beaucoup d'entre nous, et moi en premier, je n'ai pas honte de le dire, pensaient que Pacific allait gagner les championnats, que ce soit l'automne ou le printemps. Malheureusement, bon, on a vu que Marcel De Jong s'est blessé, on a vu que Marcus Haber s'est blessé pendant longtemps, puis même là, Marcus Haber n'a pas fait le bruit et n'a pas donné les performances escomptées. D'après moi, il est assez décevant quand il joue. En tout cas, ça c'est quand il joue. Au contraire on voit des petits jeunes comme Campbell, comme Verhoeven, les Verhoeven et Verhoeven. Et on voit le Chang, on voit Fisk, on voit de très bons joueurs ici. Puis c'est une des équipes que j'aime beaucoup voir parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs. Puis c'est beau à voir. Sur ce match-là, et tu as complètement raison. Je trouve qu'effectivement, Pacific aurait dû gagner avec plus d'un but. Je suis aussi déçu du côté d'Edmonton. Je m'attendais à ce que Edmonton soit une des équipes qui montre un collectif beaucoup plus huilé. Malheureusement, c'est un collectif quand même qui a du mal à développer un jeu. Et tu l'as dit, on en voit juste Duke dans cette équipe-là. Et c'est dommage parce que ils ont quand même, j'aime beaucoup les fans d'Edmonton qui sont vraiment derrière les Eddies tout le temps. Et puis, c'est vraiment dommage de voir qu'ils ne montent pas assez Edmonton. Est-ce que tu penses qu'il y a un moyen pour Edmonton de se sortir de cette torpeur-là? Parce que si on regarde un peu le classement, Edmonton, bon, oui, ils sont cinquième avec juste 14 points en 12 matchs, qui est pour moi assez mauvais. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent s'en sortir? Ben, je pense qu'il va falloir qu'ils essayent de nouvelles choses. Je pense que ce qui était intéressant, point de vue offensif, sur ce match-là, c'est la montée de Philippe Lincourt-Joseph. Je pense qu'il a amené une belle dynamique, balle au pied, et dans ses appels aussi, ses déplacements. Il a amené beaucoup d'énergie. Puis je pense que ça serait peut-être intéressant de l'essayer en titulaire pour voir un petit peu là s'il peut pas réveiller les gars autour de lui. En tout cas, moi, je l'ai trouvé fort intéressant. Puis c'est pas parce que parce que c'est un produit de l'Académie de l'Impact de Montréal que je dis ça. C'est vraiment parce que il est vraiment ressorti du lot là, dès sa montée. On a vu vraiment beaucoup plus d'énergie du côté là, des Alice. Donc, moi, ce serait ma solution, du moins à court terme, sur le prochain match. J'essaierai ça. Ouais, ce serait une bonne idée. Et puis, j'ai trouvé un peu bizarre aussi de voir Easton Ongaro aussi ne pas débuter le match. Lui qui fait une saison aussi de fou, aussi un petit jeune. On en a parlé aussi dans l'épisode avec Sean Vera. C'est un excellent joueur, puis bizarre de le voir sur le banc. Tu trouves pas, toi? Tu étais étonné de le voir sur le banc de touche? Ouais, ben, écoute, en même temps, ben, comme tu disais, Edmonton a de la difficulté ces temps-ci, fait que peut-être que ça fait partie du plan de l'entraîneur d'essayer de nouvelles choses aussi, puis essayer d'autres joueurs en titulaire. Donc, on peut pas vraiment le blâmer d'essayer des choses. Maintenant, c'est Ongaro qui a payé cette semaine, qui va payer la semaine prochaine, à suivre, quoi. Ouais, exactement. Ben, on verra dans tous les cas. En tout cas, j'ai hâte que les Eddies nous montrent quelque chose d'autre, comme tu l'as dit. Tu as donné une solution avec Lincourt Joseph. Il pourrait y en avoir d'autres. Peut-être jouer avec deux pointes.
Ça peut être quelque chose. J'ai pas vu Edmonton jouer encore avec deux pointes, puis j'aimerais bien. En tout cas, j'ai pas vu de match moi-même où il jouait avec deux pointes et j'aimerais bien voir ça. Peut-être un Duke Ongaro devant, ce serait peut-être quelque chose à essayer. On passe au prochain match. C'est un match qui m'a beaucoup surpris. En fait, le reste des matchs, les trois derniers matchs m'ont beaucoup surpris. On va commencer par le premier, qui est le match entre York 9 et Valor. Donc, York 9 de la région de York, en Ontario, contre Valor de Winnipeg. Comme je l'ai dit avant, Valor est effectivement l'équipe qui a été finie dernier lors du championnat du printemps. Ils vont beaucoup mieux lors du championnat d'automne, vu qu'ils sont à la 4e position. Et ils ont surpris beaucoup de monde parce que contrairement à Valor, York 9, c'est le contraire. C'était l'équipe qui était supposée venir titiller les Forge FC et les Cavalry. Là, maintenant, non, c'est pas le cas. York 9 se retrouve en 6e position avec juste 13 points en 12 matchs. Ça va très mal du côté de York 9. Et chez eux, à domicile, une défaite sur le score de 4-2. Je vous ai parlé un peu plus tôt de Tyler Attardo qui a marqué 2 buts dans ce match-là. Il y a Dylan Sacramento qui a marqué un but, mais vraiment magnifique en pleine lucarne à voir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et puis après, il y a Ali Mousse qui a marqué un but. Du côté de York 9, c'était 2 buts de Rodrigo Catas à la 7e et à la 51e minute. T'as pensé quoi de ce match-là? Est-ce que tu étais surpris déjà par le résultat comme moi? Oui, quand même. Le Valor qui gagne, non seulement qui marque 4 buts et qui gagne à l'étranger, c'est quand même assez surprenant. Mais j'ai beaucoup aimé la physionomie du match. Pour revenir à ce que je disais, le Valor qui s'était bien battu, là, même s'il aurait pu encore se prendre une casquette là, à domicile face au Forge. Encore là, il se rend à York 9 et il encaisse dès la 7e minute. Ça aurait très bien pu jouer dans leur tête et puis ils auraient très bien pu s'effondrer, mais non, c'est complètement le contraire qui s'est produit. Ils ont marqué 2 fois en 2 minutes à la 18e et à la 20e minute et puis là, ils sont partis. Ils étaient vraiment à un autre niveau par rapport à York 9. Puis c'est ce que je retiens des 2 derniers matchs du Valor. En fait, c'est une grosse force point de vue mental. Ça aurait pu être catastrophique cette semaine pour le Valor. Après le 8-0 contre Calgary, ils auraient pu facilement. Enfin, tout était réuni pour qu'ils tombent dans une spirale négative, quoi. Donc, ça a été bien de les voir remonter face à Forge, de pas se laisser abattre. Puis cette victoire-là va leur faire un bien fou, là. C'est incroyable. Je pense qu'au niveau mental, d'ici la fin de la saison, surveiller le Valor parce que ils vont apprendre énormément des 3 derniers matchs qu'ils ont vécus. Exactement, et ils ont appris, on le voit qu'ils apprennent depuis le championnat du printemps, et c'est ça ce que j'aime. J'aime voir ces équipes-là monter en puissance, et c'est le but de la Première Ligue canadienne, de voir des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer dans un niveau professionnel pouvoir se prouver. On a vu que Belanguette, qui est selon plusieurs et non pas selon moi ou selon Eric ou selon plusieurs, un des meilleurs milieux de terrain de la Première Ligue canadienne. Il fait vraiment une très, très bonne saison. Dans ce match-là, un peu moins, mais d'habitude, il a été très, très bon. Et que dire du jeune Tyler Attardo? Ouais, j'en ai parlé un peu lors du premier match dont on a parlé de Valor. Il marque 2 buts dans ce match-là, donc 3 buts dans la semaine. C'est quand même énorme pour le petit jeune de 18 ans dont personne n'avait entendu parler avant cette semaine-là. En tout cas, c'était pas un gros nom, en tout cas, de la CanPL même. Tout juste 18 ans. Hein. Il vient d'avoir 18 ans il y a 10 jours. Hein. On est le 20 septembre. C'était le 10 septembre, son anniversaire. Donc, c'est quand même magnifique de voir de jeunes joueurs comme ça s'imposer dans une équipe professionnelle. Non? Ouais, ben c'est bien. J'espère qu'il va être bien entouré puis que ça va continuer parce que c'est des jeunes qui marquent 2-3 buts comme ça d'affilée et puis qui s'enflent la tête. On en a vu beaucoup dans le passé, dans toutes les confondues. Donc j'espère que son coach Rob Gale va être capable de lui dire ouais, c'est bien, continue comme ça, fais ceci, fais cela, puis de vraiment bien le prendre par la main puis lui dire on a vraiment besoin de toi. Donc ouais, non, mais c'est intéressant, surtout, comme tu dis, il vient d'avoir 18 ans, donc c'est super. Puis ça démontre aussi l'importance de cette ligue qu'on a attendu longtemps, quoi, parce que
C'est à ça que ça sert une ligue, un championnat domestique, c'est de lancer des jeunes joueurs dans le bain et puis de les voir évoluer. Donc, si on peut avoir un Tyler Attardo cette semaine au Valor, puis un autre la semaine prochaine dans un autre club, et puis d'autres comme ça année après année, ben c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite. Exactement, et on en a vu des Attardo, on a Campbell en Pacific FC, on a parlé des deux de Verhoeven et Verhoeven, on a parlé de plein de Ongaro un peu plus tôt avec Edmonton. Et il y a quand même de petits jeunes joueurs qui sont en train d'impressionner de plus en plus. J'ai parlé du tir de Sacramento qui a marqué, comme je l'ai dit, un magnifique but. Ouais, Je l'ai super. revu 2, 3 fois parce que c'était vraiment beau. Et lui aussi, il n'est pas très vieux, hein, il a juste 24 ans, donc c'est intéressant de voir ça. On voit aussi même du côté du York Nine un de mes défenseurs favoris qui est Luca Gasparotto, qui est extraordinaire. Bref, donc il y a quand même de bons petits joueurs. Et sur ce match-là, on revient à nos moutons. Oui, bien évidemment, c'est une victoire de Valor. Bien évidemment, ils jouaient à l'étranger, donc c'était quand même une victoire où ils jouaient en contre. Donc c'est vraiment en jouant en contre défensivement et en contre qu'ils ont réussi à s'imposer. En tout cas, ça a l'air de bien marcher pour eux. Ils avaient tendance au début de vouloir développer leur jeu un peu plus. Là, ils se contentent de plus jouer en contre-attaque, puis ça leur va bien. Puis pourquoi pas? C'est toujours intéressant d'avoir une équipe dans une ligue qui joue sur la contre-attaque. C'est intéressant d'avoir différents styles de jeu, pas toujours que toutes les 7 équipes aient le même style de jeu. Puis c'est bien que Valeur ait adopté cette façon de jouer là. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur ce match-là. Rodrigo Gattas qui marque son doublé, par exemple. Ouais, Gattas, toujours aussi dangereux, hein? On le Ouais. sait. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Puis ça aussi, c'est un joueur que on a la chance de voir évoluer en Canpiel qu'on aurait probablement jamais, on n'en aurait jamais entendu parler ou à peu près jamais. Donc c'est intéressant. C'est bien de voir ces gars-là jouer ici au Canada. Puis ça permet de découvrir des bons petits joueurs, puis pourquoi pas éventuellement leur ouvrir les portes d'autres championnats plus huppés, pour ne pas parler de la MLS, mais ils sont dans le jardin d'équipes supposément plus importantes et plus fortes, donc pourquoi pas avoir un œil sur ces gars-là. Exactement, et je pense qu'il y a notre club local, l'Impact de Montréal, devrait peut-être garder un œil sur cette première ligue canadienne puisqu'il y a de bons coups à faire. Surtout que ces joueurs-là, la plupart, pas Gatas, mais la plupart n'ont pas besoin de place internationale. Bref, revenons à nos moutons, donc qui est la première ligue canadienne. Puis il y a eu quelque chose et j'aimerais t'en parler avant même de parler des résultats parce que j'ai bien aimé ce que j'ai vu de la part de la première ligue canadienne. Le fameux, on va l'appeler en anglais double-header, on l'appelle, donc 2 matchs en 3 jours entre Forge FC et Halifax Wanderers. Donc, on a le premier match qui s'est joué le 15 septembre à Hamilton, avant de jouer le match retour le mercredi le 18 septembre à Halifax. J'aime bien ces petits double-headers-là parce que ça augmente le genre de rivalité au sein de la ligue, que ce soit des rivalités sportives seulement dans ce cas-là, parce que c'est pas un derby, c'est une rivalité sportive qui pourrait être développée. Bon, on va parler des résultats du match-là un peu plus tard, mais les résultats de ces 2 matchs-là font en sorte que cette rivalité est quand même renforcée. Est-ce que tu penses quoi de ce genre de double-header ou bien de 2 matchs qui se jouent en si peu de temps, en 3 jours? Est-ce que tu aimes ce genre de formule-là? Ouais, je pense que c'est intéressant pour les supporters parce que tu finis un match, t'en discutes, t'es encore un petit peu dans cette ambiance-là et puis t'as tout de suite le deuxième qui suit. Donc, je trouve ça intéressant. C'est peut-être même mieux que 2 matchs séparés par une semaine parce que bon, en ce moment on est en pleine finale de championnat canadien. On sait que le match aller a eu lieu, le match retour est la semaine prochaine à Toronto. Puis on sent que le buzz a quand même le temps de retomber. Donc on a le week-end, on a un match à Los Angeles. Dans les 2 cas, ils s'en vont à Los Angeles. Donc je sais pas, on sent que la tension retombe et puis après ça, il faut se remettre dedans. Donc, 2 matchs rapprochés comme ça, ouais, c'est bien. Je pense que l'intensité reste très élevée pendant les 2, 3 jours qui suivent le premier match et puis hop, on replonge directement dans le bain. Donc, c'est pas mal intéressant.
Exactement. Et puis, j'aimerais parler de ces résultats-là. Tu as mentionné quelque chose de très intéressant avant, Eric. Tu as dit comme quoi, oui, on voit les plus petites équipes, entre guillemets, se rapprocher des équipes de tête comme Forge FC et Cavalry. Juste pour mettre le monde un peu au courant, les Halifax Wanderers sont les derniers de la ligue, donc septième. Et dans ces deux matchs-là, on a vu effectivement exactement ce que tu as dit. On voit que à Hamilton, les Wanderers sont sortis avec le match nul, même qu'ils menaient 2-0 avant de se faire rattraper à 2-2. Et dans le match retour, on a vu les Wanderers chez eux à Halifax mener en marquant un magnifique but de Hakim Garcia, un lob vraiment très beau à voir à la 43e minute. Et Forge n'a réussi à ramener le point du match nul qu'à la 93e minute. Donc c'est juste pour dire combien Forge a eu du mal contre Halifax sur ces deux matchs-là. Ça prouve que finalement, oui, peut-être que l'écart dans le classement est très grand, mais finalement, l'écart de niveau n'est pas si grand que ça parce que selon moi, dans les deux matchs, je trouve que Halifax a été meilleur que Forge. Ouais, je partage ton avis. Par contre, il faut pas oublier non plus que le Forge a quand même joué 3 matchs très rapprochés. Donc, ils ont joué jeudi à Winnipeg, dimanche à Halifax, et puis après ça, ils ont retraversé le pays pour aller à Halifax mercredi à Hamilton plutôt qu'ils ont joué dimanche. Et puis, ça fait beaucoup de déplacements, ça fait beaucoup de matchs, beaucoup de minutes. Donc, c'est sûr que rendu le mercredi à Halifax, les jambes devaient être un petit peu lourdes aussi. Mais il reste que on a vu un Forge FC, notamment chez lui face aux Wanderers, qui était, à mon avis, qui était pas l'ombre de lui-même, quoi. Beaucoup de déchets dans le jeu, beaucoup de passes qui allaient nulle part, beaucoup de gestes techniques complètement ratés. C'était pénible. Franchement, l'avance des Wanderers à 2-0 à Hamilton, c'était pas volé du tout. Vu la physionomie du match, ils ont beaucoup donné de contre-attaques complètement inutiles en perdant des ballons faciles au milieu. Ouais, non, la Forge, ça a été compliqué contre les Wanderers, puis c'est quelque chose à surveiller pour la suite du championnat parce que, comme je disais, ils étaient pas l'ombre d'eux-mêmes sur ces deux matchs-là, donc attention. Et puis on sait que le Cavalry est pas loin derrière, et puis il pourrait même revenir les rattraper après les matchs de ce week-end. Donc à surveiller. Exactement. Et puis, c'est drôle parce que, déjà, c'est bien que tu aies mentionné les déplacements parce que c'est effectivement la raison principale, je pense, pour ces deux matchs nuls-là. N'empêche, j'ai bien aimé. Je pense que c'est le meilleur joueur de Halifax, Hakim Garcia, qui a marqué dans les deux matchs. Donc, il a marqué dans les deux matchs, mais aussi, c'est le joueur clé, si tu veux, un peu de Halifax. Il est du Trinidad et Tobago. C'est un très bon joueur qui, d'habitude, a l'habitude de jouer au poste d'ailier, mais là, il joue presque en tant qu'attaquant de pointe avec Halifax. Mm-hmm. J'aime beaucoup le fait qu'il est très volubile, il bouge beaucoup. Il a juste 23 ans, donc il est très jeune. Donc, ça aussi, c'est quelqu'un qui, je pense, grâce à la CNPL, pourra aller voir ailleurs dans des championnats plus huppés. Tu penses quoi de ce joueur-là? Ouais, j'ai bien aimé ce que j'ai vu de lui. Beaucoup de rapidité aussi, là, pour rajouter à ce que tu disais. Donc, ouais, c'est un bon petit prospect. Honnêtement, il était passé un petit peu sous mon radar depuis le début de la saison, mais là, je l'ai découvert ce week-end. Et puis, ouais, un bon petit joueur, j'ai bien aimé. Parfait. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce qui fait en sorte que, bien évidemment, on voit Forge qui, je pensais aller avoir, je le disais lors du dernier épisode, aller avoir un peu plus d'avance après avoir joué ces matchs en retard. Je pensais à ce que Forge vraiment survole ce championnat d'automne avec les matchs en main qu'ils avaient. Maintenant, bon, on va faire un petit point au classement. Donc, on a Forge FC avec 12 matchs joués, 25 points, suivi par Cavalry FC avec 11 matchs joués, 22 points. Pacific FC avec 12 matchs joués, 15 points. Et puis après le reste, on a Valor avec 15 points, Edmonton 14 points, York 9 avec 13 points et Wanderers avec 10 points. Donc on voit en fait, il y a Forge Cavalry bien devant
et le reste juste après. Donc Cavalry, maintenant, avec le match en main, si jamais ils gagnent, ils reviennent à hauteur, au même nombre de points que Forge et ils ont une meilleure différence de but. Donc peut-être que Cavalry pourrait finir par emporter aussi le championnat de printemps. Moi, je trouve, Daniel Cameron l'avait dit dans les épisodes précédents, il aimerait vraiment pas que Cavalry gagne les deux championnats parce que je pense que ça fausserait un peu la compétitivité du championnat. T'en penses quoi de ce point-là, toi, Eric? Ben, à mon avis, que la meilleure équipe gagne, quoi. Hein? Ouais, ouais. Ça se décide sur le terrain. Je pense que je pense pas, je suis pas assez supporter de l'une ou l'autre des équipes pour avoir de préférence, honnêtement. Donc, pour moi, ben, ça va se dérouler sur le terrain, et puis on verra qui va terminer en tête. C'est sûr que bon, quand le Forge FC fait 2 matchs nuls consécutifs contre Halifax, ben ils ont juste à se regarder dans le miroir puis à dire ben on a échappé des points. Puis voilà quoi. Et maintenant, bon, qui sait, hein, on est encore relativement loin de la fin. Même quand on regarde les matchs du prochain week-end, ça pourrait refaçonner un petit peu l'image du championnat. On a juste à penser à une victoire du Valor, une victoire du Pacifique, et puis soudainement, ben, on se retrouve avec une course qui est un petit peu plus serrée que cette semaine. Donc, à suivre. Ouais, exactement. À suivre, comme tu l'as dit. Donc, en fait, ça va être intéressant. Moi, je vois mal les autres équipes revenir sur les deux premiers. N'empêche, je trouve que oui, tu l'as dit, c'est la faute de Forge, mais j'aimerais bien voir Forge gagner pour qu'on ait vraiment les deux champions se disputer la finale et que ce soit pas, oui, le meilleur deuxième sur les deux championnats qui se retrouve à jouer la finale. Je trouve que ça enlèverait un peu au côté un peu comment dire au côté un peu sportif de cette finale-là, qui serait vraiment entre les deux champions, qui est un peu plus logique qu'entre le premier sur les deux championnats et le deuxième sur les deux championnats. Je trouve que ça donnerait un peu plus de piment à cette finale-là, d'avoir deux champions différents dans chacune des saisons. Donc voilà pour cette section sur la Première Ligue canadienne. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Eric. Est-ce qu'il y a un point dont tu aimerais parler sur cette Première Ligue canadienne? Ouais, je pense que une petite observation sur le Forge FC, en fait. Ils ont besoin d'un gardien. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Moi, ça me frappe à chaque fois que je les vois. Henry derrière, c'est comme trop erratique et puis ça met pas la défense en confiance du tout, du tout, du tout. Donc ça a joué d'ailleurs dans les 2 matchs là, contre les Wanderers. Là, il a laissé échapper quelques ballons et tout, et puis des placements un petit peu approximatifs, notamment sur le premier but des Wanderers à Hamilton. Donc, ouais, s'il pouvait se trouver un bon gardien, je pense que ça renforcerait le Forge énormément, point de vue défensivement. Ça serait un bon point. Ben, peut-être qu'ils devront pas chercher très loin, hein, parce que sur le banc, il y a Killan Roberts, qui est international guyanais, qui a aussi été sélectionné avec l'équipe nationale canadienne une fois. Donc, il a juste 25 ans. Ça peut être aussi une option pour eux de chercher, de mettre Killan Roberts dans les buts plus souvent. Ça peut, je sais pas, peut-être que ça pourrait à ce moment-là, il pourrait un peu être au niveau que tu souhaites, mon cher Eric, parce que non, je ne le crois malheureusement pas. Je le connais un petit peu, donc je vais te dire, l'avenir devant le filet du Forge passe par le recrutement. Ok, donc je vais donner ton numéro de téléphone à Forge FC. Est-ce que tu serais prêt à enfiler les gants de nouveau? Non, mais je serais prêt à évaluer les gardiens pour les aider à en trouver un meilleur. Ok, ben, parfait, excellent. Ben, parfait, excellent. Donc, c'est tout pour notre petit segment sur la Première Ligue canadienne. On va passer à notre autre segment qui est bien évidemment le championnat canadien. Vu qu'on couvre toutes les facettes du soccer canadien, on ne peut pas snobber ce championnat canadien-là. Une finale, bien évidemment, une première partie de finale jouée à Montréal entre l'Impact de Montréal et le Toronto FC. Et très bizarrement, une victoire de l'Impact de Montréal à domicile sur le score de 1-0.
Ben, c'est pas bizarre, en fait, hein. C'est typique de l'Impact, quoi. Il est toujours là où on ne l'attend pas. Donc, moi, mon pronostic avant le match, c'était une victoire de 3-0 de l'Impact de Montréal. J'ai pas été déçu parce qu'honnêtement, avoir la physionomie du match en première mi-temps, je pense qu'ils auraient très bien pu rentrer au vestiaire avec une avance d'au moins 2 buts. Donc, c'est exactement ça à quoi je m'attendais. J'ai pas été surpris du tout. Je connais trop l'Impact de Montréal pour savoir que quand ça va très, 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 très mal et qu'on ne lui donne aucune chance, c'est là qu'il se réveille. Donc, voilà, pas surpris du tout de mon côté. Ah, moi, je m'attendais à une défaite de 3-1 de Toronto, mais moi et les pronostics, j'ai jamais été bon dans ça, donc il faut jamais m'écouter de ce point de vue-là. Euh, mais effectivement, tu as complètement raison en disant que l'Impact, quand ils sont vraiment dos au mur, ils arrivent au match suivant, puis là où on les attend le moins, c'est là qu'ils sortent un très bon match. J'aimerais que tu parles en premier de la prestation générale de l'Impact de Montréal. Tu as dit qu'effectivement, ils auraient pu sortir à la mi-temps, ils auraient pu avoir deux buts d'écart. En général, comment tu as trouvé cette prestation-là? Puis on va rentrer un peu plus en détail dans ça, en fait, et parler un peu plus des deux équipes. Ben, c'est une prestation en 2 temps, en fait, hein. Début de match avec Boyan, très, très bon. Euh, Très belle animation offensive, beaucoup de permutations. Toronto avait de la difficulté à défendre. Ils jouaient sur les talons parce qu'ils ne savaient pas où donner de la tête. Une fois, tu avais Boyan en pointe, une fois, c'était Piatti. On a même vu Taider y arriver à un moment donné. Donc, ça bougeait beaucoup sur le terrain. Des fois, tu avais Boyan en pointe. Des fois, tu avais Boyan qui était dans le rond central avec le ballon. C'était très, 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 très compliqué là, pour la défense torontoise de s'y retrouver là-dedans. Donc, ils les ont fait tourner en bourrique un peu et puis ça portait ses fruits. Et puis, deuxième partie de match sans Boyan où on a revu un impact un petit peu plus axé sur la contre-attaque avec un Toronto qui reprend le ballon, qui reprend l'ascendant. Sans toutefois se créer de grosses occasions très très dangereuses. Hein. Faut pas se le dire, faut se le dire aussi. Là, ça n'a pas été le gros Toronto, même quand Pozuelo et Altidore sont montés au jeu, c'était pas fantastique non plus. C'était pas les feux d'artifice. Malheureusement, l'Impact s'en sort avec un maigre 1-0. Je repense à Lapalainen qui met un lob 30 centimètres à côté de la cage de Bono, alors que le geste était pour moi très facile à faire. Le but était complètement ouvert, donc gros raté de la part du Finlandais. Ça risque de coûter très très cher à l'Impact à Toronto parce que une avance de 1-0, c'est très maigre. Euh, on a déjà vu l'Impact aller à Vancouver avec une avance d'1-0 et revenir avec rien. Donc à Toronto, ça risque d'être beaucoup plus difficile encore. Ouais, ouais, effectivement, tu as complètement raison. Et il y a aussi une autre chance aussi de la Palainen en première mi-temps où il se retrouve presque face à Bono. Oui, il a un défenseur sur lui, mais aussi il rate complètement le cadre. Là aussi, ça aurait pu être autre chose avec 2 buts d'écart à la mi-temps. J'aimerais aussi qu'on parle du côté de Toronto. Comment tu as trouvé la prestation de cette équipe torontoise? Est-ce que, bon, on sait que Greg Vanney avait décidé de mettre Altidore sur le banc. Beaucoup de monde me disent, ouais, Pozuelo était sur le banc, mais pour ceux qui regardent la MLS, Pozuelo, ça fait un bout que Greg Vanney ne le met pas en tant que titulaire. Donc, c'est pas anormal de voir Pozuelo sur le banc en début de match. Par contre, on voit aussi que, comme l'Impact de Montréal, Toronto a titularisé Bono au lieu de Westberg qui était sur le banc. Tu as trouvé comment la prestation de l'équipe torontoise? Ben, je les ai trouvés, comment dire, pas surprenants. Disons que c'est le genre de match auquel je m'attendais de leur part, c'est-à-dire que c'est pas la première fois qu'on voit Toronto miser plus sur le match retour à Toronto dans une série aller-retour comme ça. Donc, je m'attendais à un match assez calme, je dirais, dans une certaine mesure où ils étudieraient un petit peu ce qui se passe sur le terrain, où ils étudieraient l'impact. Je m'attendais à les voir laisser le ballon à l'impact, puis avoir, évidemment, comme ils avaient fait à Toronto lors du dernier match, donner le ballon à l'impact, puis espérer que l'impact s'en mêle les pieds dedans, quoi, finalement. C'est pas ça qui s'est produit. L'impact était nettement meilleur que la dernière fois qu'ils les avaient vus. Et puis, ça les a surpris un peu, mais
il faut souligner aussi que en défense, ils ont été sauvés par nul autre que Laurent Simon, qu'on n'attendait plus. Donc, Simon a joué un très fort match, j'ai trouvé. Autant en première qu'en deuxième mi-temps, il a été très, très présent dans les duels. Il a réussi à peu près tout ce qu'il a entrepris. Donc, voilà, je pense que c'est le match, à mon avis, c'est le match que Toronto voulait faire en venant ici, c'est-à-dire retourner à la maison dans une position on va pas dire qu'elle est favorable, mais qu'elle est pas trop défavorable non plus. Donc, un résultat qui est gérable. Et puis, on sait que Toronto à la maison, c'est quand même assez difficile pour les adversaires. Donc, je pense que c'est pas mal ce sur quoi ils misaient. Donc, être en position quand même relativement confortable pour aborder le match retour. Donc, je pense qu'ils ont fait le match qu'ils voulaient ici. Exactement, et je pense en fait que c'est la défense centrale au complet qui a fait un très bon match du côté de Ouais, c'est Toronto. vrai. Simon Moore, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui maintenant est un vétéran, je pense qu'il a 34 ou 35 ans maintenant. 35 ans maintenant, ouais, effectivement. Et c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui est très, très, très intéressant, et très intéressant aussi sur les coups de pied arrêtés, mais il est intéressant en tant que défenseur. Bon, il a ralenti un peu, mais bon. Un autre joueur aussi que j'aimerais souligner, c'est Schaffelberg, le petit jeune de 19 ans, l'ailier gauche, qui moi m'a beaucoup plu. Oui, ça se voit qu'il est encore un peu tendre, mais depuis le début de la saison, le début de la saison, depuis cette saison, on le voit, il a été souvent titulaire avec Toronto, et c'est que dernièrement, depuis que le Français Nicolas Benezet est venu, c'est là qu'il a un peu perdu sa place. Mais bizarrement, Benezet n'était pas dans l'alignement. Je suis pas trop sûr pourquoi, mais je pense que c'est une question qu'il n'est pas qualifié pour le championnat canadien, tout comme Rod Fanny. Je pense que c'est ça, mais je suis pas à 100% sûr. Mais d'un autre côté, j'ai bien aimé ce que Schaffelberg a montré dans ce match-là. J'aimerais aussi parler bien évidemment, on a parlé un peu des changements faits par Toronto, le fait que Altidore n'était pas là, mais il y a eu beaucoup de changements aussi du côté de l'Impact. Je vais en parler au fur et à mesure. En premier, j'aimerais parler de cette nouvelle défense, cette nouvelle brigade défensive avec Raitala en tant que latéral gauche, Victor Cabrera, Bakary Sagna en défense centrale, puis Zachary Broguillard en tant que latéral droit. Est-ce que pour toi, c'est une défense qui va pouvoir tenir la route lors du match retour? C'est difficile à dire, hein. Honnêtement, je ne les voyais pas tenir la route dans le match aller, donc ils m'ont beaucoup, beaucoup surpris. Je pense que c'est de ça que notre ami Wilmer Cabrera parlait quand il disait de prendre des risques, parce que c'était un risque énorme, étant donné que Cabrera revenait de blessure, n'avait pas joué depuis un certain temps, que Sagna était hors position, naturellement. Ça aurait pu très mal virer, et au contraire, ils ont joué un excellent match. Maintenant, est-ce que ça va se reproduire? Ça reste à voir. Est-ce qu'on les met sur le terrain à Los Angeles ce week-end pour les habituer encore un petit peu plus l'un à l'autre? Je sais pas du tout. Franchement, je sais pas si je reviendrai avec ces deux-là à Toronto parce que ça va être un autre match. Donc, je sais pas. En même temps, ils ont fait très bien, donc c'est vraiment une colle que tu me poses là. Honnêtement, je sais pas du tout où ça va s'en aller. Je les ai trouvés très bons, donc quand quelque chose fonctionne, pourquoi ne pas continuer avec, même si tu sais, c'est quand même quelque chose qui tient avec un bout de ruban adhésif puis un bout de ficelle. Donc, est-ce que ça va tenir? On sait pas. C'est compliqué à dire, mais bon, enfin, l'avenir le dira, hein. Les cartes sont entre les mains de Wilmer Cabrera et puis on verra ce qu'il va choisir. Exactement. Ben, tu sais quoi, moi, je vais y répondre à cette question et je vais me risquer parce que tu sais, quand même, moi, j'aime prendre des risques comme je l'avais fait en parlant tout routier. Non, mais très sérieusement, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. En fait, moi aussi, j'ai été très, très surpris de cette défense. J'ai vu la défense, j'étais la merde, Bakary Sagna en défenseur central. Oui, beaucoup de monde m'ont dit il a très bien fait à Arsenal quand il a été, mais il y a eu certains matchs où il a très mal fait quand il a joué en défense centrale avec Arsenal et je m'en rappelle très, très bien. Et dans ce match-là, par contre,
ils ont été extraordinaires. Et je pense que pour moi, Cabrera et Sagna ont été les hommes du match ex aequo avec Clément Diop, qui a fait quand même un très, très bon match. Et j'aimerais que tu m'en parles un peu plus tard. Mais en premier, je reviens là-dessus. J'ai trouvé que ces 4 joueurs-là ont été excellents. Mais par contre, je ne reviendrai pas avec eux lors du match retour parce que je pense qu'avec un Altidore là pendant 90 minutes, ça va être très difficile physiquement pour ces deux-là. En premier, Victor Cabrera, on l'a vu, même à un moment donné, il s'est tenu le coude. Ça se voit qu'il n'est pas encore à 100% et qu'il a encore mal. Il avait ce gros bandage-là. Bakary Sagna, on s'entend que dans les duels aériens face à Altidore, ça va être un peu compliqué, même si il est très bon dans les duels aériens en général, mais Altidore, ça prend tellement de place que bon. Après, tu vas me dire, oui, mais on a personne d'autre qui serait, qui serait meilleur. C'est vrai. Mais bon, je sais pas, j'aurais du mal à reconduire cette défense-là. Par contre, Raitala, Broguillard sur les côtés, ça, je garde ça. C'est juste les deux défenseurs centraux, je suis pas trop convaincu. Peut-être que je mettrais un Camacho avec un Cabrera, même si la seule expérience qu'on a eue, c'était une défaite 7-1 à Sporting Kansas City. Donc, ça m'encourage pas non plus. Bref, un gros casse-tête pour Cabrera. Je reviens sur Diop. Toi, l'expert point de vue gardien, tu as trouvé comment la prestation de Clément Diop? Ah, je l'ai trouvé correct. C'est sûr il fait un bel arrêt, mais euh, je vais dire des choses qui vont peut-être me revenir sur les réseaux sociaux, mais Diop, c'est un gardien qui aime faire le spectacle, c'est-à-dire qu'il en rajoute toujours un petit peu quand il fait un arrêt. On l'avait déjà vu à Calgary en championnat canadien lors de la ronde précédente où il sortait une balle qui nécessitait tout simplement une petite claquette pour la mettre par-dessus la barre et il avait fait tout un spectacle en se détendant puis en retombant au sol avec les bras dans les airs et tout. Et puis son bel arrêt qu'il fait en seconde, en première mi-temps en fait sur je sais plus qui en fait qui avait tiré, mais en tout cas Schaeffelberg, c'est Ouais. ça. Donc, c'est un bel arrêt, oui, mais encore là, il rajoute un petit peu de moutarde là, sur la saucisse pour que ça soit un petit peu plus relevé. Donc, ouais, bel arrêt, mais un arrêt de routine en quelque sorte. Hein. C'est quelque chose qu'il doit faire, mais il en rajoute un petit peu pour que les gens se lèvent de leur siège, quoi. Ouais, ouais, il y a ce côté-là. Moi, ce que j'ai bien aimé, par contre, Diop, par rapport à ce que je vois sur Evan Bush, parce que pour ceux qui le savent pas, moi, je m'assois directement derrière un début, donc à côté, pas avec le groupe de supporters, mais à côté des 1642, la section juste à côté. Et puis, il y a une chose que j'ai remarqué et que j'ai adoré, c'est que Clément Diop a beaucoup parlé avec ses défenseurs centraux, ce que je vois très rarement Bush faire. Et Ouais. j'ai bien aimé. Et en seconde mi-temps, ce que j'ai aimé en plus, c'est que oui, effectivement, j'ai pas du tout aimé comment l'Impact s'est comporté en seconde mi-temps parce qu'ils ont joué un peu trop défensif à mon goût déjà dès le début de la seconde mi-temps. Je pense que j'aurais compris si c'était les 10-15 dernières minutes, mais je trouve qu'ils ont été un peu trop défensifs en début de seconde mi-temps. Et à un moment donné, et je m'en suis plaint plusieurs fois, si vous regardez un peu, si vous écoutez un peu quand je parle sur différentes plateformes, je me suis beaucoup plaint de l'Impact de Montréal que des fois, leur bloc était un peu trop bas. Oui, il faut savoir jouer de manière défensive. Il ne faut pas non plus qu'à un moment donné, on avait les ailiers qui se retrouvaient au niveau des latéraux. Il ne faut pas jouer non plus aussi bas. Il faut pouvoir être un peu plus haut pour qu'au cas où on récupère le ballon, on puisse lancer des contre-attaques et que nos ailiers et nos attaquants de pointe n'aient pas à faire des courses de 60 ou 70 mètres à chaque fois pour aller marquer un but. Il faut que ces joueurs-là offensifs soient un tout petit peu plus haut, même avec un bloc bas. Je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer comme il faut. Mhm. Mais ce que j'ai aimé avec Diop, c'est que à chaque fois qu'il voyait que le bloc était trop bas, on l'entendait très clairement parler à Cabrera et Sagna, remonter le bloc. Et on voyait effectivement que même en jouant bas, l'impact était très bien placé avec son bloc défensif. Et c'est quelque chose que j'ai aimé souligner. Je ne sais pas si tu as remarqué ça, toi, Eric. Ouais, Ouais. ouais, tout à fait, tout à fait. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est quelqu'un qui communique énormément avec sa défense et qui n'hésite pas
à la diriger, contrairement à Bush qui est beaucoup plus passif. Donc, dès qu'il voit quelque chose qui ne fonctionne pas dans le positionnement de sa défense, que ce soit des joueurs, que ce soit sa défense, tout simplement sa ligne défensive qui est trop basse sur le terrain, en possession de balle, par exemple, euh, il n'hésite pas à même monter en courant, y aller en criant avec les bras dans les airs, puis dire montez, montez, montez. On l'a vu en deuxième mi-temps notamment, en première mi-temps plutôt. Euh, Sortir vraiment de sa boîte en hurlant à un moment donné et puis en faisant des grands gestes pour dire à ses défenseurs de monter alors que l'Impact avait le ballon et le ballon même à 80 mètres de son but. Donc, il avait vu quelque chose. Il avait vu qu'il y avait des joueurs de Toronto qui traînaient derrière et puis il voulait absolument les mettre hors jeu. Donc, ouais, non, ça fait partie du travail de gardien et ça fait partie du travail de gardien que Bush ne fait pas. Parmi d'autres choses, hein, parce que bon, ceux qui me connaissent savent que j'ai déjà parlé en long et en large des lacunes de Devin Bush. Mais ça, c'est un aspect qui est très, très important et puis que les gens auquel les gens n'accordent pas nécessairement une certaine importance, mais c'est une des choses qu'on apprend aux gardiens aussi. Hein. C'est à diriger la défense, c'est à regarder le jeu et puis à bien comprendre ce qui se passe sur le terrain. Donc, et ça Diop, visiblement, a bien compris le sens du jeu et puis il n'hésite pas à replacer sa défense puis à crier quand il le faut. Ça fait un bien fou à la défense de l'Impact. Oui, effectivement, effectivement. Et je pense que c'est ça, qui était important à ce niveau-là et à ce moment-là de la saison, c'est d'avoir quelqu'un qui puisse parler à ses défenseurs. Et surtout, c'est important pour une nouvelle charnière centrale comme Cabrera Sagna, d'avoir quelqu'un qui communique derrière eux, qui est capable de voir le jeu peut-être d'une manière un peu plus éloignée, un peu plus globale, comme Clément Diop. Et j'aimerais parler aussi, parce qu'on a parlé maintenant de Diop, j'aimerais parler de son vis-à-vis, donc Bono. Bono qui, pour moi, a pas été très très bon dans ce match-là. Bon, il n'a pas eu beaucoup de choses à faire lui non plus, mais je l'ai pas trouvé très bon dans ce match-là. Il faut dire que pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand même un international américain qui était supposé être le futur de l'équipe nationale américaine. Il a 25 ans maintenant, c'est devenu le deuxième gardien. Il a perdu sa place à cause des multiples erreurs qu'il a fait l'année passée pour Quentin Westberg qui impressionne de plus en plus. Mais t'as pensé quoi de André Bono? Est-ce que tu sentais toi aussi que son langage corporel était un peu, on dirait que le gars, il a juste pas envie d'être là, hein? Ouais, ben déjà, j'aimerais que tu me dises qui le voyait comme le prochain gardien de l'équipe nationale des États-Unis, parce que je pense que cette personne-là a des petits problèmes. Non, Bono, ça fait des années que je le vois aller, et puis je comprends pas quoi. C'est pas, pour moi, c'est pas un bon gardien quoi. Il y a beaucoup beaucoup de lacunes. Euh, Puis oui, c'est vrai que bah il avait pas l'air d'être très très concerné par le match. Euh, Contrairement à Diop, dont on vient de parler, qui communiquait beaucoup avec sa défense, Bono, il était un petit peu sur le siège du passager et puis il regardait le match un peu de loin comme ça. Donc, ouais, c'était un petit peu étrange, mais en même temps, c'est pas hors de l'ordinaire pour lui. Je pense que ça a jamais vraiment été un gardien qui était très très vocal, sauf pour crier sur les arbitres et puis s'en mêler les pinceaux avec les adversaires. Il a jamais été très très vocal. Donc pour moi, ça m'a pas vraiment frappé sur ce match-là comme tel. Mais ouais, il doit pas être super motivé, c'est sûr. Hein. Il a été longtemps titulaire dans cette équipe-là, et puis maintenant. Il est relégué au banc, donc ça doit pas être facile tous les jours, c'est sûr. C'est ça, exactement. Et puis, bon, juste pour dire que Bono, c'était quand même lui le gardien titulaire lorsque Toronto a fait le triplé. Donc, c'est pas non plus. Il doit être, bien évidemment, extrêmement démotivé de la venue de Quentin Westberg et le fait que Greg Vanney ne lui fait pas confiance. Et avec raison, comme tu l'as dit, moi aussi, j'étais très déçu de ses prestations l'année passée. Puis cette année, il est en train de prouver qu'il n'a pas ce qu'il faut. En tout cas, soit il n'a pas l'envie, soit il n'a pas le talent nécessaire pour repasser devant Westberg. Je pense que c'est ça.
je reviens aussi, je veux parler un peu, on a parlé beaucoup durant les dernières semaines de Wilmer Cabrera et du fait que le nouvel entraîneur de l'Impact de Montréal n'apportait pas un plus à cette équipe-là. Est-ce que sur ce match-là, est-ce que tu as vu quelque chose de différent? Moi, j'ai un avis, mais j'aimerais écouter le tien en premier. Ben, est-ce qu'on a vu quelque chose de différent? Ben, on a vu un retour à ce que l'Impact avait appris sous Rémi Garde, en fait. Euh, Moi, c'est vraiment ça que j'ai vu. On a vu un bloc défensif beaucoup plus solidaire, beaucoup plus organisé. Donc, ce qu'on voyait déjà avant l'arrivée de Wilmer Cabrera, même si ça avait un petit peu fondu lors des matchs précédents sa venue. Je pense pas. À mon avis, je crois pas que Cabrera ait eu vraiment une grosse influence sur le déroulement de ce match-là. Euh, je pense que c'est vraiment une question d'une équipe qui a fait le point, qui a décidé de jouer comme elle était capable de jouer, de refaire ce qu'elle faisait bien en début de saison. Et puis, ça a donné des résultats, quoi. Oui, écoute, je suis à 50% d'accord avec toi. Je vais te dire pourquoi, parce que j'ai vu un ajustement tactique qui m'a vraiment fait plaisir, parce que j'en parle depuis longtemps sur Culture Soccer, en disant que le monde me parle de Altidore, le monde me parle de Jovinko, le monde me parle de Toronto, combien ils étaient forts et combien ils sont forts. Mais pour moi, Toronto FC, c'est très simple. Il y a un seul joueur clé et c'est Michael Bradley. Et je vais expliquer un peu ma pensée par rapport à ça. C'est que si tu es capable de faire en sorte que Michael Bradley euh, ait beaucoup de mal à transmettre ses ballons, ait beaucoup de mal à se libérer, beaucoup de mal à se retrouver dans des positions clés, bah à ce moment-là, ça va être très difficile pour Toronto FC de gagner. Le gros problème, c'est que Michael Bradley est quelqu'un qui bouge très bien, mais vraiment très bien sur le terrain. Un des meilleurs milieux de terrain, je pense, de la MLS. Malheureusement, il est à Toronto, mais n'empêche, il faut savoir voir le talent de ce joueur-là parce que c'est tout un joueur pour moi. J'adore ce joueur-là. En tant que footballeur, malheureusement, il porte du rouge. Bref, je ne reviens pas là-dessus. Euh, j'ai bien aimé avec l'Impact de Montréal, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pu se diviser le rôle de vraiment contenir Michael Bradley. On voyait que quand Michael Bradley était proche de ses défenseurs centraux, c'était l'attaquant de pointe qui avait un œil sur lui. Quand il se retrouvait au milieu de terrain, on avait Safir Taider qui l'a presque suivi, collé à sa culotte la plupart du match. Et puis quand il essayait d'avancer, parce que souvent, ce que le monde ne remarque pas, c'est que Michael Bradley souvent fait des petites courses vers l'avant pour se retrouver en position de frappe. Puis là, on voyait soit Samuel Piet, soit Shami Chom rester sur lui. Donc, ils avaient un œil sur Michael Bradley tout au long du match. Et je pense que c'était la clé dans ce match-là. Je pense que ce petit ajustement tactique qu'on a vu dans ce match-là comparativement au match quelques semaines plus tôt où l'Impact de Montréal en MLS avait perdu à domicile 2-0 face à Toronto FC, qu'on n'avait pas vu dans ce match-là. Alors, cet ajustement-là a été quand même très important dans ce match. Je ne sais pas si tu as remarqué cette disposition tactique de la part de l'Impact de Montréal. Ben, j'ai surtout remarqué en fait que Bradley devait revenir très bas pour aller chercher des ballons. C'est-à-dire qu'on l'a même vu dans la surface de réparation sur des coups de pied de but. Donc ça indiquait qu'il cherchait de l'espace, donc qu'il avait de la difficulté à en trouver. Donc ça c'est sûr que c'est toujours positif quand tu joues contre Toronto puis que Bradley se cherche. C'est sûr que c'est un avantage pour toi. Ça, c'est indéniable. Comme tu le dis, c'est un des meilleurs milieux de terrain de MLS. Donc, forcément, s'il a de la difficulté à trouver de l'espace avec le ballon, ça va t'aider en tant qu'adversaire. Mais est-ce que ça vient de Cabrera, cette Ça, c'est la décision-là? question. Parce qu'il faut quand même pas oublier que derrière lui, il y a quand même deux types qui connaissent très bien Toronto. Ouais. Donc, est-ce que c'est Cabrera qui a pris la décision ou est-ce que c'est un type qui a joué souvent contre Michael Bradley, qui comprend très bien comment il fonctionne, qui a décidé de, hey, faudrait peut-être faire ceci et cela pour essayer de le contrer. Parce que bon,
Ça, on le saura jamais, mais j'ai comme l'impression que ça vient peut-être plus des gens qui sont à l'Impact de Montréal depuis plus longtemps que Cabrera. Non, on parle bien évidemment pour les auditeurs qui ne sont pas au courant, c'est Patrice Bernier qui fait partie du staff de Wilmer Cabrera. Je pense que c'était à lui que tu faisais allusion, Eric, n'est-ce pas? Principalement, mais aussi à Wilfred Nancy. Wilfried Nancy aussi, qui est un autre assistant, bien évidemment. Oui, effectivement, on a parlé un peu du côté tactique, du côté montréalais. On va parler un peu du côté tactique, côté Toronto, que j'ai trouvé un peu bizarre, moi. C'était un essai, je pense, que Greg Vanney faisait. En fait, il y a deux petites choses, je vais t'en parler en même temps. La première chose, c'est le milieu de terrain, quand même assez offensif, hein, avec Michael Bradley qui a joué beaucoup plus défensivement, comme tu l'as dit, mais deux milieux de terrain avec Osorio et De Leon qui sont d'habitude très, très offensifs, qui étaient là dans ce milieu à trois. Je trouvais ça un peu bizarre. Puis d'un autre côté, je voyais Richie Laryea, le latéral droit. Des fois, on dirait qu'il jouait en tant qu'ailier, tellement il était haut sur le terrain. T'as pensé quoi de ces ajustements tactiques-là de Greg Vanney? Ben, comme Montréal a connu un match en deux temps, c'était un peu la même chose pour Toronto. Hein. Quand Toronto a repris le ballon en deuxième mi-temps, je pense qu'on a compris une chose. Du moins, c'était assez clair pour moi. C'est que je pense qu'ils préféraient perdre 1-0 que de se prendre un 2-0 en essayant d'aller égaliser. Donc, ça les a vraiment... ils étaient un petit peu le cul entre deux chaises, quoi, finalement, en deuxième mi-temps. Donc, ils voulaient aller égaliser, mais ils voulaient pas trop aller égaliser pour risquer de se faire prendre en compte derrière. Donc, ils ont joué une grosse partie de la deuxième mi-temps avec le pied sur l'accélérateur, mais sur le frein en même temps. Donc, ça a beaucoup aidé l'impact. Et puis, point de vue tactique, moi, il n'y a rien vraiment qui m'a vraiment sauté aux yeux du côté de Toronto. Je pense que ce que je retiens vraiment du côté de Toronto, c'est une espèce de prudence qui était omniprésente pendant une grande partie du match. Donc, ils ont vraiment géré le match pour rentrer à Toronto, comme je disais tantôt, avec un résultat gérable. Donc, et c'est ça qu'ils ont eu. Donc, j'ai fortement l'impression que Toronto est beaucoup plus en contrôle que certaines personnes pourraient le croire en ce moment. Donc, je pense qu'ils rentrent à Toronto très satisfaits, à mon avis. Ouais, je pense, et même Greg Vanney l'a dit en conférence de presse, comme quoi il trouve que c'était très bien comme résultat. Bref, on va parler à la dernière question, parce que ça commence à être un peu trop long, mais on a tellement de choses à dire là. Mais la dernière question, j'aimerais qu'on parle un peu de nos 11 pour le match retour. Oui, je sais qu'il y a plusieurs points d'interrogation sur les joueurs, avec bien évidemment Boyan qui est sorti sur blessure, Urruti qui est sorti sur blessure. On sait aussi que du côté de Toronto, il y a beaucoup aussi de questions à se poser parce que Toronto va jouer à LAFC, un match qui est quand même important pour eux qui ne sont pas à 100% encore qualifiés pour les séries et qui se battent en MLS, contrairement à l'Impact qui, oui, bien évidemment, même s'ils peuvent se qualifier encore pour les séries, ce sera beaucoup plus compliqué. Donc, mais en prenant tout ça en compte, j'aimerais qu'on parle de nos 2-11. Si tu veux, je vais commencer cette fois-ci. Je ne veux pas chaque fois te lancer les patates chaudes. Donc, je vais commencer, moi, avec l'Impact de Montréal. Pour moi, je prendrais Diop dans les buts, bien évidemment. Raitala à gauche. Je reviendrai avec... Cabrera, Camacho, malheureusement. Avec Sagna à droite. Au milieu de terrain, on a Piet, Chaume. Et puis là, moi, je mettrais, vu que Taider est suspendu, je vais peut-être surprendre beaucoup de monde, mais je mettrais Piatti parce qu'on n'a pas trop le choix, parce qu'on n'a que Sejdic sur le banc. Le reste des milieux de terrain ne sont pas là. Ils sont blessés. En tout cas, le reste, il n'y en a pas beaucoup là. Mais Kroliki est blessé et Taider est suspendu. À droite, je mettrais Clément Baillat. À gauche, je mettrais Lassi Lapalainen. Et vu que Boyan et Urruti, pour moi, ils seront pas prêts, donc je mettrais Okonkwo en pointe. Ah oui. Oh on n'a pas trop le choix. Hein.
Euh, Ben, ça dépend de la gravité de la blessure à Boyan, hein. ouais, Puis de ben la c'est ça, gravité de la blessure à Urruti aussi. c'est sûr. Donc, s'ils sont à 90%, moi, je les mets sur le terrain sans hésiter, quoi. T'as pas le choix, je pense. C'est les matchs retour de finale. Je pense que c'est pas le temps de commencer à jouer. Ah oui, mais s'ils se blessent, Ouais, blablabla. Je pense qu'il faut y aller all-in. T'as pas c'est le choix, sûr. là. C'est sûr, mais ça n'a pas l'air, en tout cas, leur langage corporel, quand ils sont sortis Ouais, les deux, ça a l'air d'être de grosses blessures. Donc, c'est pour ça que je les ai complètement ignorés, parce que je pense qu'en plus, la difficulté est beaucoup plus importante si les deux sont pas là que s'ils sont là. S'ils sont là, c'est ouais. sûr. Faire le 11, ce sera un peu plus simple, bien évidemment. Pour ma part, je pense que je garde le même 11, mais je remplace Taider par Boyan, euh, puis je mets Urruti devant. Ouf, OK. Ça serait ça. Je pense Ah, que moi, j'ai adoré Boyan en poste d'attaquant, te dire très franchement. ouais, je sais, mais bon, en même temps, ça te prend quelqu'un qui a un certain volume de jeu dans le milieu, là, parce que là, Taider est allé faire l'imbécile avec son carton jaune. Franchement, c'était complètement ridicule. Là, il met son équipe dans vraiment de mauvaises dispositions, là, parce qu'il a joué un très fort match. Ça allait très bien, là, et puis, ben, c'était complètement idiot comme Ouais. pour. Je sais pas si tu veux expliquer un peu pour les Ouais, auditeurs qui n'auraient pas vu, effectivement. mais Effectivement, il est pas. Vas-y, je te laisse expliquer. ben, en fait, c'est ça, c'est il se ramasse dans le coin, je pense, sur un corner, je pense. Ouais, c'est sur un Oui. corner. Il pense avoir gagné un corner, mais finalement, C'est une touche. l'assistant décide 6 mètres, que pardon. c'est, ouais, c'est ça, que c'est un coup de pied de but. Et puis, il rouspète et il saisit le bras de, de l'assistant pour essayer comme de lui arracher son drapeau. Je sais pas trop, j'ai pas très bien vu qu'est-ce qui s'est passé en fait parce que j'étais en tribune contrairement à d'habitude où je suis en tribune de presse et où j'ai les reprises immédiatement. Donc un geste complètement débile quoi. Et puis voilà quoi. Maintenant, il sera pas là pour le match retour. Bravo Saphir. Franchement, à être son coéquipier, je serais vraiment pas content quoi. Je voudrais pas le voir de la semaine. C'est un geste complètement, non seulement c'est inutile, mais en plus c'est égoïste, quoi, parce que tu penses pas du tout aux conséquences et puis tu fous tout le monde dans la merde, quoi. Donc c'est une faute professionnelle, carrément. Ouais, effectivement. Ben, à sa décharge, oui, c'est vrai qu'il n'avait pas à se comporter comme ça, mais à sa décharge, il y a eu quand même. Pourquoi il s'énervait? Parce que c'est arrivé 2 fois où les arbitres n'ont pas remarqué qu'on est supposé avoir 2 corners, et puis les 2 fois, on les a pas eus. Et ça a énervé vraiment Taider, qui a quand même le sang chaud. On le sait très bien. Mais oui, effectivement, c'est très pas professionnel du tout. Revenons, donc, tu as donné ton 11 du côté montréalais. On va donner notre 11 côté torontois. Bon, je pense que Bono sera de retour dans les buts parce que c'est lui le titulaire dans le championnat canadien. Je pense qu'on va avoir de nouveau l'Area à droite, Moreau à gauche, même chose. En tant que défenseur centraux, par contre, je serais très étonné de revoir Simon, même s'il a fait un très bon match. Je pense que Omar Gonzalez sera de retour à côté de Drew Moore. Ça, c'est mon avis personnel. Au milieu de terrain, Bradley, Osorio, puis ça m'étonnerait pas de voir directement Pozuelo dans ce match-là parce que ils sont à domicile, puis vouloir marquer plus qu'un but. Sur le côté droit, il y aura bien évidemment Gallardo de nouveau parce que j'aime bien ce qu'il fait, même si dans ce match-là, il a été un peu inexistant. Avec Schaffelberg aussi à gauche, puis Altidore en attaque. Ça, c'est mon point de vue. Tu penses quoi, toi, de ton côté? Moi, je pense qu'il va absolument rien changer. Il va revenir avec le même 11, avec peut-être un changement au niveau de la mentalité, un changement au niveau de l'animation offensive, peut-être un petit peu plus là d'y aller avec le couteau entre les dents. Mais je pense qu'il va se garder des atouts sur le banc. Puis il va faire, écoute, on est à domicile, on a l'avantage, le résultat obtenu à Montréal est gérable. Sur 90 minutes, on va passer devant. Donc, je pense qu'il va absolument rien changer à son 11. Très possible. Bah écoute, c'est parfait. Bah écoute, je pense que c'est ça qui va clore notre épisode CS à l'érable. J'espère que vous avez aimé autant que nous. Bah déjà, merci beaucoup Eric
de bien évidemment d'avoir accepté mon invitation et d'avoir discuté avec moi aussi longtemps et de t'avoir rendu disponible parce que c'est quand même, ça a pris un peu plus de temps que ce que je m'attendais. Parle-nous un peu de toi, parle-nous un peu de ton site Viopark pour nos auditeurs. Ben oui, ben tout d'abord, j'aimerais te remercier une autre fois pour l'invitation. C'était très agréable. Franchement, c'est toujours un plaisir de parler foot avec toi, Adi, ça c'est sûr et certain. Donc, n'importe quand, si tu as besoin, je serai là. Donc, Viopark, Viopark, c'est un site qui va bientôt avoir 2 ans d'existence déjà. C'est un blog, pour résumer en quelques mots, c'est un blog foot montréalais. Donc, c'est un blog qui est axé sur le soccer local de la région de Montréal, mais aussi du Québec. On y parle de plein de choses, de l'impact de Montréal, évidemment, de la première ligue de soccer du Québec, de tout ce qui touche le soccer québécois. D'aujourd'hui, mais aussi d'avant. Il y a beaucoup de contenu historique, que ce soit des années 90, 80 ou même du siècle dernier, plutôt du 19e siècle, dirais-je. Oui, on remonte aussi loin que ça. Il y a des chroniques historiques. Donc, si vous voulez vous renseigner un petit peu sur l'histoire très méconnue du soccer au Québec, qui remonte à très, très, très loin, n'hésitez pas, viopark.ca. Et puis, voilà, découvrez. Exactement, vraiment un site très intéressant. J'ai lu des articles vraiment magnifiques à lire et à suivre, bien évidemment, parce que aussi on peut retrouver Viopark sur Twitter, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Viopark, tout simplement. @Viopark. Parc avec un K. Oui, parce qu'on a décidé de garder la graphie anglaise c'est un petit clin d'œil pour les fondateurs, en fait, de tout ce qui est soccer au Québec, qui était évidemment issu des îles britanniques. Donc, ce sont les origines du sport ici au Québec qui sont très, très écossaises, très irlandaises, très anglaises. Donc, voilà. C'est pour ça le petit clin d'œil anglophone. Parfait. Ben, écoute, Eric, merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs de nous écouter de semaine en semaine. Je sais, je le dis à chaque fois, mais je suis vraiment émerveillé par le nombre d'écoutes qu'on a sur CSA l'érable. Ça me fait vraiment plaisir. J'espère que vous aimez ça. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à parler de nous, à bien évidemment poser des questions, à discuter avec nous, nous dire si vous avez aimé, vous n'avez pas aimé, des critiques, des commentaires. On est ouvert à tout. J'espère que très bientôt, on aura Daniel Cameron qui sera de retour. Par contre, moi, je ne serai plus là parce que moi, je vais en vacances bientôt. Mais la semaine prochaine, je serai encore là. Daniel ne sera pas là encore. Merci encore, Eric, d'avoir été là. Puis à la semaine prochaine, tout le monde, pour un nouvel épisode de CSA l'érable. Salut!